Bonjour encore une fois. Nous vous invitons à la dernière séance, l'utopie et dystopie, l'artisanat, l'avenir que nous voulons. Nous- nous- donc, il dit la même chose. Nous aurons dans cette Dr. Rial Miller, donc fondateur de École des Ponts, École de Business. Dr. Rima Diab, fondatrice et PDG. Donc Galaxy pour la technologie. Dr. Selina Neri, PDG, doyenne et cofondatrice de l'Institut pour préparer l'avenir. Monica Bieleskite, futuriste et fondatrice Protopia Futur. Et cette séance va être modérée par Emine Yelmaz Boutoun, fondatrice et PDG Accelerate EMEA. Souhaitons-leur la bienvenue. Hello everyone. Good afternoon. Bonjour tout le monde. Je sais qu'il est tard, mais nous avons un sujet important dans notre région. Souhaitez la bienvenue à mes invités. Donc on applaudit les orateurs et les invités. Donc ce matin nous parlions de l'utopie, dystopie, et Monica a dit quels sont ces deux phénomènes et d'où est-ce qu'ils viennent. Aujourd'hui, Monica, je voudrais commencer avec vous. Comment la dystopie, la fiction, avec l'utopie technique, où sont les solutions et les mythologies pour adresser les choses qui sont de façon plus réelle? Donc, c'est une première solution. J'ai commencé à travailler dans l'industrie de divertissement avant de rentrer dans le monde de la technologie. Donc, j'étais un concepteur sur des projets de science-fiction et aussi consultante pour différents projets. Et donc, j'ai vu dès la première fois comment l'imagination future et surtout l'imagination future dépicte de façon vraiment attrayante dans l'utopie qui pouvait être d'attirer notre attention sur des choses qu'on ne devait pas faire. Et nous arrivions à un PHI Index, Silicon Valley. Donc, ça a devenu la proposition de construire des technologies pour la technologie utopie. Donc, c'est le revers d'une même médaille, je dirais. Ce dont nous avons besoin dans le monde du divertissement et de fiction, c'est pas plus de talent et comment le monde va se terminer, et de nous montrer quel genre de futur nous voulons. Donc le fait, c'est qu'on se noie dans cette conception utopie, dystopie. Donc dystopie ne vend plus. Donc des projets de cinéma, films ou séries ne fonctionnent plus. Et j'avais une opportunité formidable en tant que sur le projet Black Panther, la série La Panthère Noire.
sur cette vision, peut-être pas très donc exacte, mais ça a donc été comme un pionnier dans cette relation humaine avec la technologie, sans miner nos relations avec le monde des plantes et des animaux. Donc cela, nous avions une différente vision. Comment peuvent être les enseignants africains, par exemple, en pleine nature. Nous devions donc avoir, pas seulement avec une description technique, mais aussi avec une vision qui pouvait inspirer les technologies et les sciences, les scientifiques, et aussi notre population pour être le changement auquel nous aspirons. Avec cela, je voudrais tourner avec Real, qui est intéressé en exagérant les peurs. Skynet, le narratif de Skynet, ou bien le narratif de Frankenstein. Merci beaucoup. C'est un honneur, un privilège d'être sur ce panel distingué, d'être présent de tous les participants à ce sommet. La question, comment les histoires sont utilisées. Dystopia et utopia sont des histoires. Récemment, j'étais en Afrique du Sud et j'ai passé 3 jours travaillant avec des personnes qui enseignent l'histoire de la pensée. Une des choses qu'on a identifiées, c'est comment on pense du temps. Qu'est-ce qui dure et qu'est-ce qui disparaît? Il y a une force puissante liée à la reproduction du passé. C'est-à-dire, si on utilise le passé comme une image du futur, donc c'est pas surprenant qu'on le reproduit en incluant beaucoup de choses qu'on avait critiquées dans le passé. Donc souvent, et c'est vrai dans beaucoup de... C'est pas que j'ai un antagonisme envers les pyramides, mais vous voyez, les pyramides sont payées dans différents continents pour des milliers d'années. Quand on a construit les pyramides, on a donc envoyé un message aux nouvelles générations, c'est du passé vers l'avenir. La glorification que nous avons pour la transmission vers le futur devient vraiment un poids lourd pour ceux qui racontent ces histoires. Et donc je sais, ça peut être effrayant parce qu'on parle du futur et je ne dois pas me baser sur le passé et je ne dois pas utiliser le succès pour les gens qui ont construit les pyramides, ça a été à succès. Donc comment je peux penser au futur donc? Mais en réalité, nous sommes dans un monde que nous comprenons aujourd'hui qui est continuellement en train de se réinventer et d'introduire des nouveautés. Et il faut être confortable avec l'incertitude parce qu'il est le défi essentiel. Parce que si vous voulez croire dans un monde où les choses sont certaines, vous allez être donc déçu et même, je dirais, ennuyé. Comment on peut aller au-delà de ces histoires qui servent l'intérêt donc autour de l'intelligence artificielle pour créer leur intérêt, pour créer l'histoire du monstre. Donc le monstre qu'on doit contrôler, cette IA. Donc on doit parler de cette chose qui menace la vie. Il faudrait que tout le monde fasse attention à moi. Et c'est comme ça qu'ils poussent leur intérêt. Look at D'un point de vue historique, d'utopie et dystopie, les problèmes et ce qu'on retire, c'est quoi les idées éthiopiennes et dystopiennes.
C'est quoi les utopies, c'est quoi les dystopies? Qui prend le contrôle? Donc, il y a des légendes qui disent qu'avec le temps, les machines vont prendre le dessus et d'autres vont dire que les machines vont optimiser la vie humaine. Moi, je suis très curieux pour voir l'impact réel derrière ces histoires qui font peur aux gens. Je pense que nous sommes en train de vivre un moment assez particulier. L'histoire de uniformiser de la solution dominante d'un seul côté, en particulier la solution industrielle qui nous dit c'est la façon dont le monde doit être. Je pense que c'est une sorte de message de la part de notre planète qui n'a ni feuille de route ni idéologie. Elle nous donne un message qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas. Et nous sommes dans une position antagoniste, pas envers la nature, mais les uns vers les autres. Donc, pour moi, la question fondamentale est comment nous devenons au courant de nous-mêmes et nos peurs deviennent des certitudes pour qu'on puisse avancer vers le futur. Je pense que cette question, est-ce que l'intelligence artificielle va faire ça ou ceci, prendre notre place? C'est une technique de diversification où nous avons ces agences qui poussent cette idée parce que c'est eux qui sont en train de faire la conception et avoir le bénéfice de cette robotique et les domaines de technologie. S'il y a quelqu'un qui va prendre nos postes de travail, c'est les gens qui travaillent avec ces outils. C'est les humains qui font la conception des modèles requis. Donc, il ne faut pas être distrait de la part de ces agences et nous devons reconnaître ces agences qui font ça et les tenir responsables de ce qui se passe. Parce que c'est facile de dire que c'est la nature humaine et ça se passe comme ça et les choses ne doivent pas changer et c'est ça et puis c'est tout. Nous avons d'autres exemples et d'autres histoires pour avoir une meilleure connaissance et une meilleure demande. Docteur Riyad et Monica nous va parler du côté de l'adoption de l'intelligence artificielle dans les entreprises et dans les organisations, comment gérer notre profitabilité et notre rentabilité. Et Docteur Rim, vous travaillez dans cette organisation à non-profit. Comment vous adoptez les décisions pour accepter l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre région? Merci de m'avoir ici aujourd'hui et c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Mon OGN s'appelle Galaxy, qui est dans le domaine de la technologie. Donc, en parlant de renforcement de capacité par rapport à la Jordanie et aux réfugiés qui sont au niveau de la Jordanie, le futur de ces capacités, la meilleure pratique de ces outils d'intelligence artificielle, nous sommes en train de programmer et utiliser des techniques relatives à l'intelligence artificielle.
nous avons fondé qu'il y a une lacune entre la demande et le marché. Donc, nous avons un manque de compétences et nous devons remplir ce vide en utilisant l'intelligence artificielle dans les standards internationaux. Nous sommes très sélectifs avec les talents. Nous faisons des tests et des post-tests pour être sûrs d'avoir détecté la meilleure pratique de l'intelligence artificielle avec nos partenaires, par exemple dans le Silicon Valley et les autres organisations. Nous avons trouvé qu'il y a une demande assez conséquente pour préparer la nouvelle génération. Nous devons prendre ça en considération en parlant de partenariat avec les autres prestataires de services. Nous sommes partenaires avec Alibaba et d'autres organisations des Nations Unies. Ce partenariat nous demande d'avoir une accréditation pour notre programme et d'améliorer les connaissances de nos équipes pour avoir une meilleure collaboration pour la prochaine génération. Aussi, en Jordanie, nous avons le plus grand nombre de réfugiés venant de Syrie. Et nous devons prendre en considération ces communautés et les habiliter avec la meilleure pratique, les former avec les outils de l'intelligence artificielle. Donc, nous avons créé ces cours numériques et d'éducation. Notre mission à Galaxy est comment rendre le AI plus gentil pour parler à toutes les générations et à toutes les situations. En parlant à Céline Neri, quand nous parlons d'adoption et d'engagement qu'on doit avoir dans cette matrice des grandes compagnies, comment pouvons-nous supporter les générations les plus jeunes? J'ai vu que vous avez un impact dans vos discours relatifs à ce leadership. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et nous vivons dans ce temps différent. Donc, dans les années 70, nous ne parlons pas de ça. Et après que la vie est devenue commercialisée dans les années 90, les discours parlant de ça ont changé. Donc, un leader dans son ADN doit comprendre que l'intelligence artificielle n'est pas donnée à tout le monde. Et je dois être clair de mon côté où je dois utiliser l'intelligence artificielle, où je dois être productif, plus précis et donner des services qui sont plus personnalisés. Comme un leader, je dois avoir cette vision parce que si je vais aller avec la vague seulement, la vague va me prendre vers l'océan. Nous devons regarder à ces différences générationnelles qu'on a dans ce panel d'orateurs où moi, personnel, j'ai
appris la technologie à un âge plus ou moins avancé, ou les gens d'aujourd'hui qui sont plus jeunes ont passé toute leur vie dans l'intelligence artificielle. Nous, comme les générations, par exemple, qui étaient avant moi, sont concernés par rapport à leur moyens, leur efficacité ou leur connaissance est assez différente de ce qui existe maintenant, et nous avons une lacune que nous devons remplir aujourd'hui entre ces générations. Nous devons être confortables à gérer ces multigénérations parce que à la fin de la journée, les décideurs par rapport à l'application de l'intelligence artificielle, c'est nous, c'est toutes ces générations. Nous devons avoir ces connaissances. Personnellement, j'ai dédié 27 ans de ma vie au développement technologique où j'ai donné beaucoup à la technologie. Essayons de nous rappeler que rester humble, que nous sommes très loin de comprendre la puissance qu'on crée par développer la technologie. C'est par exemple quelqu'un qui va conduire une Ferrari très puissante qui ne connaît même pas sa destination. Donc, ma première qualité pour ces dirigeants qui doivent ralentir, pas le développement technologique, juste ralentir pour aider les autres à comprendre leur feuille de route et aussi pour les aider à faire un brouillon ou un plan pour le futur. J'ai travaillé avec plusieurs organisations parce que moi, je suis dans le domaine éducatif. Nous voulons être en bonne santé mentale et physique et nous ne voulons pas avoir les mêmes positions de travail. Nous voulons de meilleures positions de travail et cela dépend de notre apprentissage. Là où j'ai besoin de travailler avec toutes les compagnies qui développent leur niveau de technologie, d'aller vers la même direction de moi. Je voudrais poser une question à Ariel. Parlant de Nokia qui était une compagnie majeure, mais ils ont régressé par le temps. Est-ce que vous pensez que les nouvelles technologies ont fait que Nokia a régressé? Comment vous pouvez évaluer la situation de cet opérateur? Je pense, si je réfléchis sur cela et essayer de changer mon point de vue, c'est quelque chose où on peut élaborer dans plusieurs domaines, par exemple une université, une cité, une compagnie. Le mythe persiste encore que quelqu'un va trouver une formule magique pour changer les choses. Sous un arbre, par exemple, vous allez trouver la réponse. Donc, le choix d'un leader est une recette pour ne pas voir le changement autour de nous. Donc, dans le cas de figure de Nokia, je pense que le conseil d'administration est important pour prendre les bonnes décisions. Et la compagnie aussi.
Donc l'habilité des décideurs de voir le futur et de comprendre le marché futur est crucial. Et c'est un point qu'on a aujourd'hui un problème universel. Si seulement quelques personnes imaginent le futur, et si le futur c'est le domaine des experts seulement, exclusivement, ou les visionnaires des marques, nous avons perdu des ressources fondamentales pour notre société. Parce que le visionnaire, on déclare autant que visionnaire jusqu'après la découverte. Et si on leur demande comment ils ont arrivé à avoir cette vision, donc il y a une mobilisation avec d'autres personnes. Cette mobilisation de leaders ou gestionnaires doit se faire à plusieurs niveaux. Ce changement a un potentiel important et nous devons faire des expérimentations et plus on expérimente, mieux c'est. Monica, par exemple, nous dit que c'est important d'avoir une connaissance d'information. Et dans cette perspective, la mise à jour du niveau de la population est un point important. Cela expand vers les compagnies aussi. Donc, je suis en train de raisonner avec les points mentionnés de la part de mes pairs. Je vais vous dire, ce n'est pas seulement voir le futur technologique, la direction d'un futur technologique et se prévoir les conséquences négatives sont importantes pour rendre nos organisations plus résilientes et se focaliser sur l'autre côté de l'histoire. Donc, pour l'intelligence artificielle, pour être utile dans un plan ou un organigramme d'organisation, il est important de prévoir les problèmes du futur. Malheureusement, on pense que l'intelligence artificielle fait les stratégies par elle-même et c'est une mésinformation. Quand on parle de cette information erronée, de croire et de agir contre leur intérêt dans un but ou un autre. Maintenant, où plusieurs organisations ou groupes avec cette distraction à l'esprit sont en train d'acheter des technologies d'intelligence artificielle pour faire une conspiration contre leurs concurrents et des fois, ce n'est pas vraiment efficace et ce n'est pas éthique. Des années auparavant, je travaillais dans une compagnie qui gérait les data et le calcul de data. Et en ce temps-là, c'était une expérience qui n'était pas bonne. Et quand vous donnez cette expérience virtuelle avec des gens, l'expérience n'est pas vraiment attractive. Des fois, ils vomissent, des fois, ils oublient qu'ils ont des écouteurs et commencent
à crier et qui ont un trauma physique d'après avoir essayé cette expérience virtuelle. C'est quelque chose dont on doit nous rappeler et ça nous prend beaucoup d'efforts pour créer des cas positifs. Cependant, nous devons aussi analyser et connaître et d'être résilients sur le côté destructif de cette technologie. Et ce manque d'informations dans la population, dans la société et dans le domaine de recherche, dans le biomédical, c'est crucial pour la sûreté et la sécurité à long terme de faire ces simulations. Si notre équipe qui a passé du temps dans notre compagnie entre dans le jeu de ces conspiracies, ça va devenir très difficile de faire un travail d'équipe et nous devons avoir ces études de cas comme priorité dans notre feuille de route. Donc, si on parle de bagages culturels des uns et des autres, comment inclure ça par rapport aux régulations et les réguler à des régions spécifiques, d'une culture spécifique, utilisant une dynamique spécifique? Je suis perplexe par rapport à des questions universelles, par rapport à des contextes culturels et des domaines de discipline. S'il y a quelque chose où a besoin de retour d'information et quand on prend le choix de prendre une décision sur des sociétés qu'on ne connaît pas. Donc, en général, dans la communication réelle, on peut perpétrer, pas en stigmatisant, un meilleur produit ou une meilleure connaissance des uns des autres. Pour la conception et l'assurance et la focalisation en le leadership et la compréhension des conséquences de l'utilisation de ces nouvelles technologies, c'est bien de commencer quelque part. La solution est généralement contextuelle dans le cas de figure où nous devons nous connaître les uns les autres. Par exemple, si je parle de cités occidentales qui sont assez petites comme Rotterdam, Copenhague, c'est de petites cités, cependant, le futur se passe là-bas. Ça, c'est un exemple réel. Nous voyons que les pays de l'Union européenne, il veut faire une standardisation des règlements, au contraire des États-Unis. C'est deux différentes approches. Vous êtes champion pour le futur dans le domaine des universités et académies à l'UNESCO et aux Nations Unies en général. Pour moi, la question cruciale, c'est un terme technique, les indigènes. Dans le contexte de système de régulation, nous savons tous que nous devons stopper dans un feu rouge.
Et si vous ne stoppez pas dans le feu rouge, vous pouvez faire un accident et vous pouvez être puni. Nous avons des contraintes qui sont extérieures dans le contexte d'utilisation d'outils qui nous donnent le pouvoir. Au lieu d'avoir police sur votre dos et d'avoir une idée qui est censée dans votre tête. Donc, l'adoption de nouveaux outils d'intelligence artificielle, comment les utiliser? Pour moi, je dois sentir ou je sens que nous sommes en train d'aller vers une direction où les personnes doivent comprendre pourquoi ils font certaines choses, pourquoi ils doivent comprendre ce qui va les rendre de bonne santé. Donc cet apprentissage en lui-même est important. C'est la question de équilibre entre le régulateur et la capacité interne. Je pense que c'est des outils où comment les êtres humains utilisent ces outils je vais poser la question à un des pénalistes qui est Célina, qui peut me donner une meilleure réponse que la mienne. En parlant d'éthique et l'adoption opérationnelle de l'intelligence artificielle, nous devons faire un équilibre entre le revenu et la vie sociale et le bien-être de la société. Je vais relater ce que Riel a dit. Nous n'allons pas attendre les régulateurs universels pour faire des miracles. Nous avons ce défi éternel. Nous devons, par exemple, parler de Singapour, des Émirats arabes unis, qui créent leur propre régulation. Donc, nous avons perdu notre vie privée il y a déjà quelques années. Donc, les gouvernances regardent ce côté comme une base de données. Personnellement, je vais protéger les citoyens de tous les dangers possibles, de moi-même, de la part d'un algorithme, des données et ainsi de suite. C'est l'adage que je peux partager avec vous. L'implémentation de cette intelligence artificielle, nous sommes en train de travailler sur et de former des gens pour faire ce changement dans le marché, changer notre chaîne de distribution, comment nous recrutons nos talents. Je pense que c'est important de se rappeler que comme des humains, nous avons des capacités de comprendre ce qui se passe tout autour de nous, pensée critique, analytique. Et c'est qui me ramène les réalités où je suis aujourd'hui. Ma connaissance, comment élever mes enfants et avoir une carrière prometteuse, c'est un concept humain et n'est pas relatif à l'intelligence artificielle, mais c'est les principes de notre apprentissage. Et nous sommes en train de changer la nature et l'origine de ces connaissances et l'accessibilité à ces connaissances. En parlant de commerce, je dois être capable d'arranger les gens expérimentés qui ont travaillé dans ce domaine pour diriger cette intelligence artificielle. C'est mon travail, celui des gouvernements, pour s'assurer que nous sommes en train de nous
de diriger et pas être dirigé par l'adoption technologique parce que les gens sont effrayés et ne sont pas excités. Quand on parle de ces jeunes talents, des organisations, donc ils se regardent et ils se disent que nous ne savons pas où nous nous situons par rapport à cette intelligence artificielle et nous avons commencé à réaliser que nous devons rester logiques et parce que la connaissance de cette haute technologie représente seulement 1% des capacités de l'être humain. Et nous devons rassembler toutes ces connaissances pour essayer de dessiner le futur. Merci, docteur Rima. Je vais parler aussi de côté social par rapport à votre association. Je pense que c'est important de souligner la régulation pour l'intelligence artificielle et nous savons que la protection de données, la diversité, la protection des clients est importante pour nos données. Je propose un système d'apprentissage dans les camps des réfugiés qui doit être fermé où nous devons souligner seulement les statistiques voulues. Donnons l'exemple, par exemple, d'avoir un objectif d'emploiement de 40% en 2025. Nous devons partager les données avec l'État pour nous aider. Par exemple, au futur, nous avons besoin de 97 millions de postes d'emploi et c'est important pour moi comment la régulation pour l'intelligence artificielle va être adoptée dans mon pays. Je ne veux pas avoir cette lacune entre mon pays et l'Union européenne dans la conception. Je pense qu'il y a eu un sommet pour la régulation de l'intelligence artificielle et c'était vraiment sélective où nous avons vu que des pays arabes qui participaient et qui faisaient partie de l'utilisation de ces régulations pour l'intelligence artificielle. Et nous, c'était seulement quelques pays. Mais nous voulons plus d'engagement et d'utilisation de intelligence artificielle pour notre gestion. Pour l'apprentissage et la simulation. Samer, il a 8 ans et il a utilisé donc les réalités virtuelles pour la première fois. Et j'ai vu l'impact sur lui et comment utiliser donc cet outil pour donc renforcer les capacités des nouvelles générations. Donc nous devons résumer. Si vous avez des questions, en 3 minutes, mais avant de résumer, Dr. Real, qui définit notre futur? C'est IA, l'outil ou bien nous-mêmes en tant que sociaux? Je dois dire ma position sur cela. Personne ne donne de définition, donc je vais le dire clairement. Donc, pas en opposition aux gens qui étaient de Silicon Valley. Nous, en tant qu'humains, nous ne sommes pas si puissants de contrôler le futur ou de déterminer ou de décider qui est le futur. Donc, il faudrait qu'on ait une perspective plus humble
C'est ce que nous avons entendu aujourd'hui, et c'est renforcer ce point. Donc, je vous donne un exemple. Donc, sur l'île Lesbos, quand je travaillais avec l'UNESCO 3-4 ans auparavant, nous avons organisé donc un laboratoire de littérature pour les orphelins de 8 ans à 15 ans sur l'île. Ils ont perdu leurs parents, ils étaient réfugiés de Syrie. Nous avons passé une journée avec eux pour donc jouer dans une pièce de théâtre pour pour qu'ils travaillent avec leur peur et leur imagination. Que ce soit qu'on soit dans un camp de réfugiés ou d'une entreprise ou Hollywood, la question, est-ce qu'on apporte donc une ouverture aux personnes de comprendre leur imagination, d'où viennent leurs peurs et leurs espoirs. Cela leur permettra d'être moins vulnérables. Donc, quelqu'un qui dit si vous ne faites pas ça, ce sera la fin du monde. C'est pas vrai. Mais si nous n'avons pas notre propre imagination qui nous permette de répondre à cela, nous allons devenir vulnérables. Donc, renforcer notre imagination, c'est le futur, donc le renforcement du futur pour nous. Donc, il faudrait qu'on s'éloigne de cette façon de penser qu'on peut coloniser le futur. On doit donc jouir de ce que nous avons aujourd'hui. Donc, une dernière question. Comment vous pouvez définir l'avenir pour vous-même? Où est-ce qu'on va? En une phrase, si c'est possible. Une phrase. Pour moi, c'est un confluent de développement d'opportunités. Pour moi, c'est l'impact d'un IA très bien. Donc, pour une meilleure vie. Dr. Ray. Le futur, l'avenir est ouvert. Donc, pour moi, le futur, c'est au sujet de la vie ou ne pas vivre. Donc, comment les ingénieurs ou les silicons aident, quelle que soit la conception que nous allons faire pour l'avenir, c'est d'améliorer notre vie dans l'avenir. Est-ce que vous avez des questions dans le public? À nos invités. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Est-ce que nous avons... Oh, je ne vous ai pas vu, désolé. Donc, je vous donne le microphone. Je l'aide. Je voudrais donc poser la question en arabe. Est-ce que c'est... Dr. Rima peut comprendre. Parce que je suis nouvelle aux Émirats. Je suis Rima Mahmoud, je suis journaliste. Je vais poser la question en arabe parce que je ne pouvais peut-être pas m'exprimer. On parle depuis ce matin sur l'importance de l'IA et son rôle de rendre donc l'avenir possible pour toutes les générations et d'enlever cette dystopie ou d'une façon qu'on ne vit pas en Syrie parce que c'est une zone de guerre, parce que nous pensons celui qui détient le futur détient la connaissance et le savoir. Nous pensons qu'en Syrie, les façons de guerre ont changé par celui qui détient les ficelles de l'IA peut orienter. Est-ce que l'IA, donc on est loin de ces dangers et qui puisse donc avoir la destinée de certains peuples? Et ma question pour tout le monde. Donc, en Syrie, il n'y a pas d'infrastructure, une capacité d'avoir l'IA. Est-ce que aujourd'hui, et vous êtes des experts, est-ce que dans un futur proche, qu'il n'y ait pas de restriction de cette technologie au peuple et qu'il y ait une démocratie de savoir.
Elle a parlé du danger des IA. Donc, elle parle des dangers de l'IA et il est exploité uniquement en exclusivité de certaines compagnies ou des personnalités. Bien sûr, en Syrie, donc il y a des guerres et il n'y a pas d'infrastructure pour renforcer l'intelligence artificielle. Bien sûr, il y a beaucoup de dangers dans l'IA. Nous l'avons vu dans les guerres en utilisation des drones pour donc cibler les chefs de milice ou autres ou les enfants. Et donc en tant qu'ambassadrice de l'IA, et je dois parler de l'importance de l'IA. Si tu as une régulation claire pour tous les pays et pour ne pas être exploité par de mauvaises personnes, donc d'exploiter le IA, cela va. Donc la diversité dans l'utilisation des outils des IA et des données parce que bien sûr l'IA est basée sur les données. Si elles sont partiales, les résultats seront partiaux. Et donc, il faudrait qu'il y ait une transparence et une justice pour toutes les personnes. C'est ce que nous essayons en tant qu'experts ou de panélistes pour parler de cela. Et de ce podium, j'appelle qu'il y ait une cour internationale sur l'IA et que toutes les personnes pour inclure d'autres personnes dans cette cour au tribunal pour voir de façon juste et transparence, comme il est le cas pour la Cour internationale de justice, au tribunal international de justice. S'il vous plaît, si vous avez une autre question, c'est la dernière session. S'il vous plaît, posez la question courte, résumée. Tout d'abord, merci pour cette conversation. J'ai une question. Je vais garder court. Comment on peut envisionner l'utilisation de l'IA dans le monde des business durant les 20 prochaines années? Et comment on peut dépasser les défis que nous avons aujourd'hui? Comment l'IA peut résoudre ces problèmes? Donc la question est tout le monde. Quiconque peut. C'est la question. Quelles sont les menaces de l'IA dans les prochaines 30 années? Quels sont les plus grands défis qu'on peut résoudre par IA? Je pense. Permettez-moi de chercher la réponse. Oh, je l'ai trouvé derrière mon fauteuil. Il n'y a aucun moyen de savoir. 30 ans d'ici là, il n'y a aucun moyen. Ce n'est pas une question qui a une réponse. C'est une question, comment vous pensez du futur? Et vous voulez savoir quel est le cheval qui va gagner la course. Mais quand vous essayez de faire cela avec l'IA, vous allez être malheureux parce que vous ne pouvez pas prédire l'avenir. Merci beaucoup. Donc, on applaudit tous mes guests. Et je vous retrouve demain.